Bienvenue dans l'émission Le Business du Fitness, le podcast pour comprendre le futur du fitness et inspirer tous les professionnels à devenir une meilleure version d'eux-mêmes. Je suis Andy, coach sportif depuis 20 ans et j'accompagne des coachs et des patrons de clubs à créer un business dont ils sont fiers. Avec ce podcast, je vous propose de rencontrer ensemble des personnes inspirantes. L'idée est de rentrer dans leur tête et de comprendre comment ils en sont arrivés là aujourd'hui. Si vous voulez recevoir toutes les notes de l'épisode, pensez à vous inscrire à la newsletter. Vous trouverez le lien dans la description. Dans l'épisode du jour, j'ai le plaisir d'inviter Max Altenhoven, préparateur physique professionnel et fondateur de No Minute, une plateforme de podcast. On a parlé de plein de choses passionnantes avec Max. Quel business model pour les préparateurs physiques? Comment trouver ses premiers contrats quand on fait de la préparation physique? Comment sortir du cadre et apprendre au contact des meilleurs? Comment lancer une plateforme de podcast? Comment créer sa propre start-up? Comment gérer 2 jobs en même temps et encore beaucoup d'autres choses. Je ne vous en dis pas plus et je laisse place à notre conversation avec Max Altenhoven. Salut, bienvenue dans ce nouvel épisode du Business du Fitness. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Max Altenhoven. Salut Max. Salut Andy, merci à toi pour l'accueil, ça fait vraiment plaisir. Donc, on est là pour échanger ensemble. Ouais, ça fait quelques temps que je regarde ton travail et ce que je disais en off, c'est que pour moi, le podcast, c'est vraiment le moyen de pouvoir rencontrer et de partager du coup avec d'autres entrepreneurs que je n'ai pas forcément eu l'occasion de voir en physique et du coup, ça me permet de te connaître. Ça va me permettre aussi d'approfondir certains sujets parce que tu es préparateur physique et ce qui m'intéresse aussi, c'est que tu es le CEO d'une boîte de podcast. Alors ça, il va falloir que tu m'expliques comment ça t'est venu. En tout cas, moi qui adore le podcast et j'ai mis du temps à lancer mon propre podcast. Bref, j'ai pas mal de choses. J'aime beaucoup cette casquette que quand on est dans le milieu de la prépa physique, du fitness, du coaching, c'est difficile en fait de s'octroyer cette partie business qui pour moi est essentielle si on veut tenir dans le temps, si on veut créer vraiment un plan de carrière. Donc, j'ai pas mal de choses à voir avec toi. Première question, du coup, très simple, c'est est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, bien sûr. Donc, comme tu l'as très bien dit, Max Altenhoven, j'ai 27 ans aujourd'hui et je suis préparateur physique professionnel à mentionner dans les sports collectifs uniquement. Donc, rugby, foot et handball dans les clubs pro. J'ai travaillé dans les clubs pro à chaque fois et on espère que ça va continuer. Et j'aime pas me qualifier en tant qu'entrepreneur, mais je pense que j'ai toujours eu la fibre entrepreneuriale en moi, même si chaque jour je la développe, j'apprends et on continue à se former et à devenir meilleur. Entrepreneur et donc dirigeant fondateur de No Minutes, qui est une plateforme dont on aura, je pense, un petit peu l'occasion de parler. Ok. Voilà en gros. Et comment tu es tombé dans le bain de la préparation physique? Très bonne question. Je ne vais pas dire que c'était inné, on va pas aller jusque-là, mais lorsque j'ai eu 15 ans, je suis parti du domicile familial, justement pour le football en centre de formation. Et j'ai toujours eu un attrait pour le développement athlétique, le travail sur terrain, en salle de musculation, etc. À 16 ans, je me suis inscrit dans une salle de musculation en dehors du club pour commencer à en faire de moi-même. Et puis, rapidement, vers mes 17-18 ans, j'ai eu mes premiers coachings Enfin, je commençais déjà à lire plein de livres, j'ai eu mes premiers coachings, mes premières demandes. Je suis arrivé en STAPS à Toulouse, parce que j'étais dans la région bordelaise. Je suis arrivé en STAPS à Toulouse. Et en étant en STAPS, dès les premiers mois, j'ai su que je voulais faire vraiment préparateur physique. Puis tout s'est enchaîné, on va dire, avec les petites actions et l'effet cumulé pour en arriver au métier de préparateur physique, qui est aujourd'hui reconnu comme un réel métier dans le monde, quoi. Ouais. Et ça nous fait aussi un autre point commun, le foot, parce que moi aussi, j'ai baigné Ah, dans le foot très, très jeune. ok. Qu'est-ce que tu as appris de toutes ces années dans le football? Qu'est-ce qui t'as été jusqu'où déjà? Et est-ce qu'il t'a manqué pas grand-chose pour passer professionnel ou pour jouer justement pro? Pas grand-chose. J'ai évolué donc dans toutes mes années en centre de formation à Nîmes ou à Bordeaux et j'ai évolué c'était U15 élite, U17 nationaux, U19 nationaux, réserve et jusqu'au niveau CFA. Puis ensuite, dès que je suis arrivé à Colomiers, j'ai joué en DH. Puis après, je me suis arrêté là, quoi, pas plus haut. Je pense pas que j'aurais pu signer pro. Il me manquait des qualités justement plus athlétiques et physiques. Je suis un petit gabarit, tu vois. À l'époque, je faisais 1m70, tu vois, pour peut-être 70 kilos, même pas. Par contre, j'avais des grosses qualités de vitesse, d'explosivité, d'endurance et d'intelligence de jeu. Mais à l'impact et dans le jeu aérien ou Tu jouais quelle place?
C'était latéral, ailier, latéral ou ailier. Donc, tu vois, c'est souvent ça qui me manquait. Et donc, c'est aussi avec cet échec-là, entre guillemets, que je me suis mis à la musculation, à l'haltéro, à la force à pied et à me développer physiquement, quoi. Ça m'a pas servi pour le foot en tant que soi, enfin, en tant que tel, mais ça m'a servi pour ma propre personne et ce que je fais aujourd'hui. Donc, au final, c'est un mal pour un bien, on va dire. Tu vois. Et avec tout ce que tu sais aujourd'hui dans la préparation physique, parce que moi, ça me le fait également, je me dis, si j'avais toutes les connaissances aujourd'hui et que je recommençais du coup beaucoup plus jeune à faire de la vraie préparation physique, parce que Ouais, je me suis aperçu que du coup, ce qu'on me faisait faire, franchement, honnêtement, c'était pas du tout ça. Et je me dis, putain, j'aurais été un monstre physique si je mettais en application tout ce que je sais aujourd'hui. Est-ce que tu as la c'est même clair. un peu vision que moi, la même frustration? Carrément. Ouais, je te rejoins sur le terme vision. Frustration, je dirais pas jusque-là parce que tu sais, quand tu as 14, 15, 16, 17 ans, tu es un peu inconscient sur ces points-là. Mais si on avait, comme tu as dit, la connaissance et le recul nécessaire sur ça, ben déjà, j'aurais pris un coach extérieur, je pense, ou alors j'aurais demandé à mon prépa physique en interne de travailler beaucoup plus. Et je pense que j'aurais développé mes qualités euh, de manière intrinsèque dès l'âge de mes 10-12 ans avec de la gymnastique, tu vois, la coordination motrice, du cirque même peut-être, d'autres activités qui auraient complété mon bagage moteur et mon développement moteur et qui m'auraient amené, je pense, à me développer physiquement et à m'ouvrir physiquement beaucoup plus durant l'adolescence. Et je pense que ce qui m'a manqué, bah ouais, c'est l'éthique de travail. Tu vois, ce que j'ai maintenant depuis mes 20 ans, justement, depuis que j'ai quitté le foot, c'est l'éthique de travail, la discipline, la persévérance, et c'est ce que j'avais pas forcément quand j'étais dans le foot, quoi, à cet âge-là. Donc, c'est plutôt des qualités psychologiques Le et une mindset prise de qui revient, conscience. ouais. Ouais, c'est ça, hein. Mmh mh. Exactement. Yes. Hem, une question, c'est parce que pour encadrer, pour enseigner, pour faire pas mal de formations pour des jeunes coachs ou des personnes qui veulent se lancer, souvent c'est: «Ouais, j'ai envie de devenir préparateur physique, j'ai envie d'entraîner Lionel Messi, Ronaldo et tout», enfin d'être dans les grands clubs. Ouais. Hem, est-ce que ça a été dur pour toi de trouver des contrats, de vraiment avoir on va dire un business solide dans la préparation physique? Comment ça s'est passé pour toi? Euh, Si un point que je relève, si on relie les points, tu sais, des années après, pour moi, c'est la prise de risque et l'audace. J'ai souvent été, moi, je ne vais pas me faire des amis, mais avec mes profs, mais à la fac, j'ai toujours été un peu le mec marginal, c'est celui qui n'allait pas en cours, mais qui finissait major de promo. Et plutôt que d'aller en cours, parce que clairement, je m'ennuyais dans le système académique, je préférais aller voir des coachs au Canada, en Australie, en Angleterre, en France, échanger avec des coachs, comprendre leurs méthodes, même moi-même pratiquer, lire énormément. Et je préférais me former de manière autodidacte et personnelle en dehors et rencontrer des gens et des coachs. Et je pense que d'élargir son réseau et de créer un réseau, c'est ça qui m'a permis d'avoir les premiers stages, les premiers contrats, etc. Tu vois, les premiers contrats, je les ai eus à 21, 22 ans, quand d'autres étaient encore en stage à 24, 25, 26 ans. Et je pense pas que c'est parce que je m'appelle Max ou je suis quelqu'un d'autre. Je pense que c'est juste parce que j'ai pris conscience que le système académique, c'est bien, mais que j'ai osé prendre des risques et sortir un peu du moule pour aller voir d'autres entraîneurs, échanger avec eux, pratiquer personnellement, lire beaucoup et travailler plus. Tu vois, c'est ça, je pense. Ouais, Après, en un, avoir des au début, quoi. compétences un peu différentes, on va dire, Ah ouais, des compétences que tout le monde a par rapport à notre diplôme, on va dire, généraliste. exactement. Et de deux, le réseau, c'est ça? Ouais, ouais. Les compétences en, en méthodologie, en planification, en programmation, en méthode d'entraînement, en outils statistiques, tu vois, enfin, tous ces trucs, ça qui se rattachent à l'entraînement, à la prépa physique, mais aussi en relations sociales, en relations humaines, en psychologie, en management, en leadership. Et je te dis ça pourquoi? Parce que les relations humaines, au début, pour moi, ça a été hyper compliqué. Tu vois, j'arrivais, le petit jeune, 18, 19, 20 ans, foufou, euh, science infuse, entre guillemets. Et aujourd'hui, j'ai pris beaucoup de recul par rapport à ça. Et c'est vrai qu'au début, c'était compliqué quand tu arrives avec déjà pas mal d'expérience et de connaissances à ton âge, mais d'avoir un petit peu cet air arrogant, tu vois. Et bon, aujourd'hui, je l'ai perdu, mais au début, ça a été compliqué. Et je pense que les Ça a été relations compliqué par sociales, rapport à quoi? bah, tu sais, quand tu rentres dans des staffs qui sont déjà établis et le petit jeune qui arrive et qui arrive avec, oui, ses connaissances, ses compétences, mais qui font un peu la merde en voulant renverser tout et en ayant l'approbation des joueurs ou des autres membres, ça ne plaît pas.
Et du coup, mes premières relations dans les clubs a été compliqué, mais après, au TFC, au Toulouse Olympique ou au Phoenix Handball aujourd'hui ou sur des fédés de rugby et de foot aujourd'hui, ça va nickel, quoi. Mais c'était pas évident de départ. Mais voilà, je suis très content d'avoir fait ce chemin-là, d'être sorti du cursus académique, quoi. Comment ça t'est venu le fait d'être quelqu'un d'autodidacte, d'aller chercher l'information, de pas attendre que ça devienne tout cru? Ça t'est venu comment tout ça? On te l'a enseigné ou c'est venu au fur et à mesure? Non, il y a une date, je pense, c'est 2010. Donc j'avais 16 ans et comme je t'ai dit, je suis parti de chez moi, tu sais. Le fait de vivre seul, de se retrouver face à soi-même, soit tu continues à faire les petites conneries d'un ado, c'est-à-dire à boire, à sortir, à voir les filles, tout ça, ou soit tu te dis, bon, tu te ressens, tu te poses des questions existentielles, quitter, qu'est-ce que tu Non, veux mais faire, où est-ce que comment tu tu veux te aller? poses ces questions existentielles? Il y a pas eu Je un sais pas, déclic? Ouais? franchement, ouais, non, je pense que c'est des réflexions, tu sais, quand tu passes du temps seul. Je pense que la solitude, c'est un très bon allié, un très bon outil. Je pense que c'est le fait de réfléchir, de cogiter, de passer du temps un peu seul le soir, et pas tout le temps en soirée ou avec des gens ou avec du superflu, et de se poser, ouais, de se retrouver seul et de se poser ces questions-là. Ça ouvre des perspectives, des champs d'horizons différents. Et ouais, c'est parti là. Donc, commencer à lire un premier livre sur l'entraînement, la prépa physique, la diététique, le leadership, l'entrepreneuriat, puis un, puis deux, puis trois, puis un réseau, puis un contact LinkedIn, et puis tu ouvres ta page Facebook, puis ton compte LinkedIn, puis Instagram beaucoup plus tard, et puis tu rencontres des coachs. Ouais, je pense que c'est le réseau et le travail introspectif qui ont fait que j'ai pu prendre conscience de ça. Sinon, je pense pas que ça serait arrivé, tu vois. Mmh. Et qu'est-ce que tu dirais là aux personnes qui vont avoir leur diplôme ou qui sont en STAPS et qui aimeraient justement, aspirer à devenir, préparateur physique? Alors pas forcément dans des clubs de très haut niveau, mais en tout cas, voilà, Mm. dans des bons clubs. Quel serait toi est-ce qu'il y a encore de la place aujourd'hui? Et si tu devais redémarrer aujourd'hui et tu partais de rien, comment tu t'y reprendrais? Alors pour répondre, il y a deux questions nulles. La première, qu'est-ce que je pourrais. J'aime pas donner des conseils, mais là, de ce que je ressens, c'est en premier, c'est la passion. La passion, mais tu sais, c'est un mot qu'on entend partout, la passion, il faut être passionné, tout ça. Mais c'est vraiment vivre. Tu dors ça peut être, j'en sais rien, moi, la couture, la nutrition, la prépa physique, ce que tu veux. Tu dors pour ce qui t'anime, en fait. Tu trouves ta raison d'être, ton ikigai, ton godawari. Tu trouves vraiment ce qui fait sens pour toi chaque jour. Il faut vraiment que, si on parle là du préparateur physique, que ce soit une mission, tu vois, enfin, plus qu'un un job, quoi. Vraiment que ce soit une mission et qu'on ait cette vocation et ce souhait d'entraîner, de pratiquer, d'échanger, de partager, de grandir. Donc, je pense qu'il faut vraiment être passionné. Après, il faut du travail. C'est dur à dire, mais quand on dit il faut travailler peut-être 70, 80 heures par semaine, il faut les faire. Au début, on va travailler, on va avoir des clients dans le coaching, on va avoir deux clubs, tu sais, où tu vas être payé 500 euros là, 800 euros là, tes coachings, voilà, au début, c'est pas les tarifs que tu espères, mais il faut commencer en fait. Donc, quel conseil je donnerais, c'est ouais, la passion, le travail, l'éthique de travail et l'effet cumuler l'audace. C'est faire, 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 et toujours dans l'être, mais dans le faire chaque jour. Chaque jour, essayer de faire un peu plus, de démarcher une personne de plus, de tester une méthode différente sur soi, d'échanger avec un coach de plus, de lire une page de plus, tu vois, de faire plus que les autres tout simplement pour se démarquer, quoi. Ouais, moi, j'avais lu une interview, un reportage de Michael Phelps, le nageur, qui expliquait que il était meilleur que les autres parce qu'il s'entraînait le dimanche alors que tous les autres. 365, ouais. Ouais. Bon, après, bon, il y a beaucoup de storytelling chez les Américains, mais c'est un peu voilà, l'image, le concept du truc qui est effectivement le travail. Je pars du principe que ça paiera toujours, surtout s'il est fait intelligemment. Parce que bon, Mm, travailler pour travailler, ok, c'est mais ça, si c'est dans la mauvaise direction, bah, tu peux toujours essayer de exactement. trouver le bon chemin. Et en termes de business model aujourd'hui, parce que je suppose que tu côtoies aussi pas mal de préparateurs physiques, c'est quoi le business model? C'est aller chercher des clubs, c'est peut-être travailler, moi je connais aussi des préparateurs physiques qui travaillent individuellement avec des athlètes qui ont leur Ouais. préparateur physique dans leur club, mais ils prennent également en plus, on va dire, un coach privé ou un préparateur privé. C'est quoi les business models aujourd'hui dans la prépa physique? Les business models là, je vais prendre l'exemple de ce que je connais parce que dans les clubs amateurs, je ne saurais pas trop te dire. Il y a des fois, tu as des clubs amateurs qui payent aussi bien que des clubs pro, mais je ne saurais pas te dire. Mais dans les clubs pro, je vais prendre l'exemple du top 14, de la Star League, donc au handball et de la Ligue 1, par exemple. C'est souvent des contrats
Donc, tu peux être en contrat salarié CDI ou en contrat CDD d'usage ou CDD je crois que c'est 2 ans renouvelables maximum. C'est des contrats CDD 1 an ou 2 ans ou alors des CDI directement. Donc, tu as le choix, soit tu arrives, toi, tu es préparateur physique, je dis une bêtise, tu arrives dans un club de rugby, tu arrives en tant que nouveau membre, nouvel élément dans un nouveau staff où tu connais personne de base et donc tu es, le seul nouvel entrant. Ou alors, c'est le manager de ton club qui, à chaque fois qu'il change de club, ben, va faire appel à toi si tu veux. Donc, toi, en tant que préparateur physique, tu peux arriver dans un club et être le seul nouveau, ou alors avoir la confiance de tout un staff. J'ai resté avec ce staff-là et à chaque fois qu'il bouge, ben, tu bouges avec lui dans d'autres clubs. Tu vois. Ça se fait de plus en plus, surtout dans le foot où les entraîneurs de football, les managers de foot arrivent avec leur staff complet, tu sais, leur kiné, leur physio, leur prépa et tout. Donc ça se fait de plus en plus. D'un point de vue modèle économique, Donc là, il faut faire du charme à un entraîneur, quoi. je pense pas que ce soit du charme. Tu vois, là, j'ai des potes tu vois, qui sont en Ligue 1 ou en top 14 qui évoluent avec le même staff, avec le même manager Ouais. depuis des années et qui se suivent. C'est pas du charme, c'est vraiment qu'ils c'est des mecs, déjà humainement, ils sont top, ils sont très compétents et ils ont trouvé cette relation avec leur manager qui fait sens. Je te prends l'exemple de, bon, je sais pas si on peut le citer, mais oui, je pense qu'il dira rien. Bruno Genesio au Stade Rennais, qui Mhm. était avant dans un club en Chine et encore avant à l'Olympique Lyonnais. Il travaillait avec Dimitri Parbos. Dimitri Parbos qui était avant à l'Olympique Lyonnais, puis ensuite en Chine, et puis maintenant qui est entraîneur adjoint en Ligue 1 au Stade Rennais. Mais tu vois, c'est un gars, il vient de Toulouse, il a 30, je pense qu'il a, allez, je vais lui donner 35 ans, je pense qu'il a 35 ans ou un peu moins, qui est très compétent, tu vois, humainement très bon aussi. Et ben voilà, il a trouvé cette alchimie, on va dire, avec ce coach-là, puis ils se suivent de club en club. Et Excellent. voilà, ça se fait un peu comme ça. Et sinon, si on peut parler salaire, salaire, moi, il n'y a aucun tabou à en parler. En fait, ça dépend du contrat que tu vas avoir. Tu vois, si tu es aide performance ou préparateur physique responsable, chef de la préparation physique en club pro, tu peux avoir des salaires 30 000, 40 000, 20 000 euros par mois ou 10 000 euros. Ou alors, si tu es juste dans un. Tu es responsable de la prépa physique, ben, des fois, tu as des salaires qui vont être 1500, 2000, 3000 euros, tu vois, grand max ou encore d'autres, même dans des clubs pro qui sont simplement des CDD ou des contrats de prestation où là, c'est simplement 800, 1000 euros. Tu vois, ça existe dans des clubs, certains clubs de handball Ouais. en D1, certains clubs de Ligue 2 au foot, certains clubs de D1 au volley, tu vois, où c'est des contrats de presta et c'est pas fou, quoi. Mhm. Mais pour avoir un ordre d'idée, c'est les clubs de Ligue 1 qui payent le mieux. Je pense que si je dis pas de bêtises, ça s'établit parce que après, tu as des opposés, tu vois. Si tu prends Angers ou Paris Saint-Germain, tu as des fourchettes opposées, ça va 30, 40 000, 50 000 euros à 3, 4, 5, 6 000 euros. Après, tu as top 14 qui vient et LNH. Au handball, LNH, ça va de 1500 à 5000, je pense, tu vois, ou 6000 peut-être les salaires. Donc, c'est ça en gros, quoi. Ok. Et quand tu es préparateur physique dans un club, c'est difficile d'avoir un autre club. Enfin, tu t'es focus du coup sur une seule, enfin voilà, une seule thématique, un seul sport, un seul club. C'est difficile de pouvoir greffer d'autres activités. Ouais, ben, c'est difficile, oui et non. C'est difficile, oui, si ben, ton poste, euh, il te permet d'être responsable de la performance et que tu fais tous les voyages, les déplacements. En fait, ça dépend du niveau. Si tu joues enfin, si tu entraînes juste en D1 et que tu as 20 mecs et que tu as un match par semaine, tu vois, ça va. Mais si tu as 40 mecs sous ta charge, que tu fais la Coupe d'Europe, que tu fais des déplacements 2 fois par semaine, tu vois, mais là, c'est tout un autre contexte. Mhm. Et par exemple, au handball, les premières années où j'étais là, on avait que le championnat Star League. Donc, on avait un match par semaine, ça allait. On avait entraînement tous les jours, même si on doublait tous les jours. On avait des 8, 9 entraînements semaine et un match par semaine. Je pouvais faire quelque chose à côté. Là, aujourd'hui, ben, depuis 2, 3 ans, on joue la Coupe d'Europe. Donc, il y a beaucoup de déplacements, il y a beaucoup d'entraînements, il y a beaucoup de matchs. Il y a 50 matchs par saison. Euh, nos minutes, j'ai lancé au bon moment, mais aujourd'hui, il y a une équipe qui m'entoure et j'ai pu déléguer beaucoup. Mais je pense que si j'avais lancé nos minutes là, il y a un an ou deux, ça aurait été compliqué. Heureusement que l'idée m'est venue il y a 3, 4 ans. Mais tu vois, ça dépend en fait du contexte, de l'environnement Ouais. et de ton poste en tant que tel, Ok. je pense. Mais tout est possible en soi. Tout est possible. Est-ce que toi, c'était une barrière, la partie business à l'époque? Parce que on en parlait un petit peu en off rapidement, c'est que Mhm. bien sûr, il faut être compétent dans son domaine, il faut être un bon préparateur physique, il faut avoir des connaissances. À un moment donné, il y a aussi, il faut se vendre, il y a aussi cette partie-là. Mhm. Euh, pour toi, c'était comment les débuts par rapport à ça? Ça s'est fait naturellement, même chose ou comment c'était?
Ouais, c'est bien. Je crois que je l'avais eu cette remarque avec Olivier Bollier quand on a fait un podcast ensemble. Mais quand je relis les points, encore une fois, sur ma jeune vie, c'est que j'étais entre mes 15 et 20 ans, on va dire, dans le savoir-être, que je travaille toujours, tu sais. Ensuite, j'ai développé mes compétences, mes connaissances et mon expertise dans le savoir-faire. Et aujourd'hui, c'est ce que je fais toujours, mais maintenant, il y a le faire savoir aujourd'hui qui est très dominant. Donc, le faire savoir, c'est par les réseaux sociaux, ta communication, tes relations humaines, ton marketing, ton branding. Et ça n'a pas été dur parce que je pense que j'ai eu la chance, et je pense que c'est une chance d'être issu des sports collectifs. Parce que l'esprit que tu as dans les sports collectifs, d'équipe, le travail en staff, le travail en groupe, le travail d'équipe, ça se retransmet automatiquement dans l'entrepreneuriat, dans le business. Et je pense que c'est un vecteur et je pense que c'est une force. Tu vois, le fait d'avoir appris avec le handball, le rugby, le foot, l'empathie, l'écoute, le partage, l'attention que tu donnes aux autres, le qu'est-ce que je peux dire d'autre? Tu vois, toutes les valeurs humaines que véhiculent des sports collectifs, eh ben, Mhm. c'est automatiquement généré dans l'entrepreneuriat, dans le business ou quand tu montes ta boîte. Et ça a été pour moi non pas un frein, mais une force et un vecteur exponentiel, quoi. Mhm. Et le marché aujourd'hui, le marché de la préparation physique, un petit peu, c'est comment aujourd'hui? Très bonne question, c'est-à-dire, qu'est-ce que Euh, tu… est-ce que c'est compliqué? Parce que moi, je vois beaucoup de personnes se diriger vers la préparation physique et Ah oui, arrêter d'accord, je parce vois. qu'ils n'arrivent pas à trouver de contrat, ils n'arrivent pas, voilà. Ils essayent après de rebasculer dans le coaching ou autre, de refaire autre chose, alors que fondamentalement, c'est ce qu'ils voulaient. Mhm. Et je me rends compte, enfin, moi, j'ai pas forcément creusé, même si j'aurais adoré être préparateur physique du FC Barcelone. J'ai pas forcément creusé la question au tout début parce que naturellement, je me suis tourné sur le marché, on va dire plus du fitness. Mais j'ai l'impression que ouais, il y a beaucoup de difficultés par rapport à ça. Donc, est-ce que Ouais, c'est un c'est ouais. marché, ouais, tu fais bien de le dire. C'est un marché qui est très fermé. Enfin, quand je dis très fermé, pas les préparateurs physiques ne sont pas fermés, mais le marché en lui-même est fermé parce qu'il y a peu de postes à pourvoir, il y a peu de places. Ben, en Ligue 1, tu as 20 clubs, Top 14, tu as 14 clubs, Star League, en handball, tu as 16 clubs. Donc, tu vois, ça te fait une cinquantaine de postes. Mais dans ces clubs-là, dans les clubs de top 14, handball ou foot, tu as toujours 2, 3, 4 postes, tu vois, de préparateur physique. Donc, on va dire en France, si tu veux entraîner à haut niveau et très haut niveau, on va dire que tu as une centaine de places, tu vois. Mais tu as une centaine de places sur des milliers chaque année de nouveaux postulants. Mais il faut prendre en compte aussi le facteur âge, c'est-à-dire que dans ces clubs-là, c'est pas que des jeunes, c'est pas que des nouvelles générations. Hein. Tu as des mecs en poste qui ont 60 ans, 50 ans, 40 ans, 30 ans, tu vois, tu as un peu de tout. Donc, c'est multigénérationnel. Mais en plus de ça, il y a peu de place. Et en plus de ça, c'est qu'il y a des milliers de demandes sur ce marché chaque année, quoi. Donc, c'est vrai que c'est hyper bouché. Les places, elles sont chères. Euh, et ouais, c'est pour ça qu'on dit que c'est un marché qui est saturé. Mais en fait, je pense que c'est un peu comme dans tout. Hein. C'est comme être sportif de haut niveau, les places sont très chères, il y a peu d'élus. Entraîneur à très haut niveau, c'est encore plus dur. Les entrepreneurs à succès, c'est encore plus rare. Tu vois, les Mhm. préparateurs physiques en club pro, c'est rare. Donc, ouais, enfin, malheureusement, heureusement, je ne saurais pas trop te dire, mais c'est un marché qui est fermé contre son gré, quoi, parce que les préparateurs physiques, entre nous, c'est un petit village, on se connaît plus ou moins tous, il n'y a personne qui est fermé, il y a des petites guerres d'ego chez certaines, mais c'est rare, quoi, je veux dire, dans l'ensemble, on s'entend tous très bien, notamment en France, donc ouais, c'est c'est fermé Comment contre ça se son gré, passe, quoi. ouais, une semaine dans la vie de Max en tant que préparateur physique? C'est quoi on va dire, ta routine hebdomadaire? Ben justement, il n'y a pas de routine hebdomadaire. Chaque semaine, elles sont différentes. C'est pour ça que j'utilise moi un agenda papier, une feuille, enfin comment on dit ça, je l'ai là, mais un espèce de portfolio, un espèce de format Ah dépliant oui. papier où Mhm. j'ai toutes mes listes de tâches, mais ce que je peux faire à la maison, au bureau, au boulot, avec nos minutes, au Phoenix, ce qui prend moins de 2 minutes. Enfin, j'ai toutes mes tâches, mes listes de tâches. J'aime pas avoir des listes de tâches, mais c'est des listes qui sont spécifiques à l'endroit ou à l'environnement où je suis, et plus ou moins urgentes et importantes ou non. J'ai un agenda papier électronique, et donc toutes les semaines, elles varient. Mais en gros, euh, je parle qu'en termes de prépa physique, hein, t'as entre 7 et 9 entraînements par semaine, tu as 1 à 2 matchs par semaine, et Aujourd'hui, tu n'as même, qu'un club, c'est ça? Tu as que j'ai qu'un club, le Phoenix Handball, puis après, j'avais également les équipes de France de rugby à 13 avant, Ok. et j'avais aussi
le TFC sur les jeunes et l'académie en même temps que le Phoenix, tu vois, tout se juxtaposer. Mais aujourd'hui, j'ai que nos minutes et le Phoenix Handball, ce qui prend le plus clair de mon temps. Mais ouais, en gros, c'est entre 7 et 9 entraînements semaine, 2 matchs par semaine, mais des fois, tu joues le mardi, tu joues le samedi, tu rejoues le mardi et tu rejoues le jeudi. Donc, tu as 4 matchs en 8-10 Ah jours. oui, Ça ok. nous arrive très souvent. Ça nous arrive très souvent avec des déplacements en France ou à l'étranger. Donc toi, tu suis tous les matchs? Tu es obligé d'être là tous les matchs? À domicile, tous les matchs. À l'extérieur, en Coupe d'Europe, certains matchs. Certains, c'est les trajets qui me permettent de m'absenter 2 jours, pas plus, quoi. Mais pas tous. Je fais pas tous les déplacements. Et en championnat, je fais que les déplacements en ligne directe, style en avion Parce que Paris, là, Nantes. ils jouent où cette année-là? C'est quoi les déplacements, les gros, longs déplacements qu'ils ont? Enfin, vous avez. Slovaquie, Ah enfin oui, l'année dernière, il y a eu Russie, Slovaquie, Serbie, Norvège, Suède et tout. ah oui. Cette année, on a aussi Allemagne, Espagne, Suisse, Slovénie et Suède. Donc, tu vois, Ouais, ouais, ça ouais. fait ouais, quand même. Donc, t'absenter 2-3 jours, ben, ça devient compliqué pour moi avec nos minutes, mais voilà, Ouais. Ok, ça se fait quoi. ok, ok. Et ton rôle, toi, au sein du club, sur la préparation physique, c'est quoi ton rôle? Donc, mon rôle, moi, c'est responsable de la performance physique. Donc, je suis en relation directe avec le staff technique et le staff médical et mon assistant en prépa physique. Et mon rôle, il y a plusieurs casquettes, on va dire. Donc, il y a la partie prévention des blessures du groupe professionnel, réathlétisation des blessés du groupe pro, développement athlétique et entraînement du groupe pro, et après gestion des outils statistiques et des données stats, du monitoring avec les joueurs pro. Et en fonction de ça, on discute beaucoup avec le staff, donc pour planifier, programmer, pour mettre des protocoles en place, sortir des bilans, des reportings, des datas. Et en même temps, je fais le lien avec le centre de formation et mon assistant qui lui s'occupe de préparation physique sur le centre de formation. Et là, on fait le lien entre qui s'entraîne avec les pros, quelles sont leurs charges de travail, leurs charges d'entraînement, qui est blessé, pas blessé, qui est on, qui est out. Ça fait une équipe de Euh, combien, ça, au total? En tout, dans tout le staff, donc compté médical, technique et prépa physique, etc., on est 10, 12, ouais, c'est ça, Et combien de dans le monde. joueurs Ouais. dans l'effectif pro? Tu as 16 pros et tu as 14 joueurs de formation, donc trentaine de joueurs pour entre 10 et 12 membres du staff. Ouais, c'est Ok, ça. ok, ok. Donc, Oui, ouais, on essaie de se structurer au max. Et encore, on n'est pas le club le plus structuré parce que le Paris Saint-Germain, Nantes et Montpellier sont un peu plus structurés que nous, mais on s'en sort plutôt très bien, donc ça va. ok. Ouais, ouais, je comprends que tu dois avoir des journées chargées, du coup. C'est ça, ouais, c'est clair. Mais bon, il faut, hein, c'est ce qu'on veut. Hein. On va pas se Exactement. plaindre. Et du coup, pour faire, comment ça t'est venu de créer nos minutes alors? Pour faire le parallèle, c'est quoi le rapport entre la préparation physique et une plateforme de podcast? Ouais, mais dis-toi que le podcast, si tu veux, ça a été une résultante. C'est le point d'arrivée, mais ce qui a plutôt fait le lien entre la préparation physique, c'est, comme je te l'ai dit tout à l'heure, en 2010, donc j'ai commencé à vivre seul, et 2012, j'ai eu mon bac et j'arrive à Toulouse. Et c'est ces deux dates clés-là qui ont fait que, au fil des années, donc de la licence, du master et des clubs et tout où j'ai pu évoluer, je me suis demandé à un moment donné, et ça, c'était en 2018 au Canada. Donc 2010, 2012 arrive à Toulouse et 2018 au Canada. Je me suis demandé comment est-ce que je peux faire profiter un maximum de monde en un minimum de temps, de toutes les connaissances, compétences, tout ce que j'avais sur l'ordinateur, sous un nouveau format. Et je me suis dit, bon, ben attends, YouTube, ça existe déjà, c'est indétrônable, c'est la vidéo à fond. Les réseaux sociaux, j'étais déjà présent beaucoup avant sur Facebook, tu sais, quand ça marchait bien, Facebook, hein, maintenant, c'est plus le cas. Mais toi aussi, tu étais présent avant, je me souviens, quand j'étais encore très jeune, je voyais tout le temps tes posts et tes publis. Euh, et puis, je me suis dit, bon, il y a Instagram, la photo, la vidéo, et je me suis dit, le podcast, c'est pas très en vogue. Et justement, au Canada, aux États-Unis, où j'évoluais, où j'étais en voyage pro, il y avait pas mal de pubs en audio, il y avait pas mal de contenu en audio, beaucoup de monde portait des casques, des écouteurs, il y a beaucoup de podcasts déjà qui se faisaient. Et je me suis dit, boum, il faut qu'on puisse lancer quelque chose qui soit en lien avec mes passions, donc le sport, la performance, la diététique, la santé, le bien-être, le leadership, l'entrepreneuriat, vouloir être une meilleure version de soi chaque jour et sous un nouveau format où les gens pourraient poster leur contenu, créer une espèce de réseau social, mais plutôt aujourd'hui une marketplace ou une plateforme. Et voilà, c'est venu ces thématiques-là et la plateforme du podcast. Et boum, et donc j'ai commencé à monter la boîte, nos minutes,
Euh, la réflexion du nom, du slogan, du logo, etc., ça m'était venu en parallèle. Mais voilà, on a monté la boîte en décembre 2019 et puis donc on a tout juste 2 ans et puis nos minutes est née et puis on avance avec l'équipe aujourd'hui. On est une dizaine, quoi, une dizaine de collaborateurs, prestataires au sein de la boîte. Ok. Et pour revenir, tu disais que tu étais parti au Canada. Pour quelle raison? C'était par choix au niveau sportif? Non, c'était par choix d'échanger avec des coachs et des préparateurs physiques là-bas. Ok, Donc ok, avec ok. plusieurs entraîneurs reconnus dans des universités, en NBA à Philadelphie, avec Lisandro Araneda à Sherbrooke, à Vancouver, à Montréal. Enfin, tu vois, ouais, c'était surtout pour échanger avec des coachs tout simplement et puis partager et puis voir d'autres méthodes, quoi. Ok. Donc ton road trip a duré combien de temps alors? Celui-là avait duré tout le mois de juin parce que moi, mes vacances, si j'en prends, c'est au mois de juin uniquement. Et chaque année, j'essaie de prendre 2, 3 semaines au mois de juin pour partir à l'étranger et échanger. Et voilà, donc c'était ouais, 3 semaines, 3 bonnes semaines. Ok, ok, ok. Et, euh, et du coup, alors, parce que tu n'étais pas issu, t'étais pas issu de la technique, le podcast, comment il a fallu, comment ça s'est fait la construction de la société, puis comment ça s'est fait la plateforme et tout? Tu as un dev, comment tu t'y es Ouais. pris? Ah, tu vas rigoler, je pense que quand j'ai évoqué le mot podcast de ma bouche, j'en avais succinctement entendu parler, mais j'avais jamais écouté de podcast. Enfin, j'écoutais des podcasts, mais c'était surtout des vidéos, des interviews et ce qu'on n'apparentait pas au format podcast, tu vois. Et quand j'ai eu cette idée-là, je suis d'abord allé voir une équipe de propriété intellectuelle pour déposer la marque, les écrits, le logo, la structure juridique. Je me suis associé à un comptable et avocat, donc qui travaille toujours avec moi. Donc on a 2 avocats aujourd'hui et un comptable, une comptable, qui font partie d'équipe à part entière. Donc la société a été montée. C'était d'abord une micro-entreprise tout au début, ensuite ça a été une SASU, ensuite maintenant c'est une SAS. Et ce sera, on l'espère, bientôt une SA, mais dans quelques années, ça on verra. Il y avait d'abord donc toute la structure propriété intellectuelle juridique. Ensuite, pour développer d'un point de vue technique, ben, c'est trouver les meilleurs devs, on va dire les meilleurs devs pour le web et pour la solution Android et iOS. Donc, dans la région toulousaine, quels étaient les meilleurs devs, quelles étaient les meilleures boîtes qui travaillaient là-dedans. Et donc, je me suis renseigné, plusieurs ébauches, rendez-vous, plusieurs devis créés. J'ai fait le pour et le contre. C'est au début, tu es tout seul, tu vois, donc tu es tout seul, donc tu prends tes décisions tout seul, tu fais les conneries tout seul, tu assumes tout seul. Et donc, j'ai commencé à travailler avec certains devs, donc voilà, qui sont aujourd'hui les mêmes. Ensuite, ça a été solution service opérationnel, branding, marketing, community manager, rédacteur web, etc. Puis on s'agrandit, on s'agrandit. Et puis ça part de là. C'est simplement des prises de conscience des postes existentiels qu'il faut dans une équipe pluridisciplinaire, dans une équipe de potentiel pour former vraiment une team no minutes. S'associer avec les bonnes personnes, essayer de faire le lien avec les bons acteurs dans la boîte pour que tout le monde s'entende bien, tout le monde puisse évoluer, tout le monde puisse participer à la mission du projet. Et puis voilà, et puis ça se structure chaque jour un peu plus, quoi. C'est 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 parti quoi de ta là. vision avec nos minutes alors? Ma vision avec nos minutes, c'est d'être la bibliothèque audio sur la croissance et la progression, d'être la première plateforme de podcast là-dessus. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a YouTube, Instagram, Spotify, etc. Et nous, on veut vraiment que lorsqu'une personne va penser et vouloir être une meilleure version d'elle-même sur son leadership, l'entrepreneuriat, le business, la santé, la diététique, le sport, la performance, qu'elle pense à nos minutes. Et tu vois, aujourd'hui, quand tu regardes les contenus consommés sur Instagram, YouTube, TikTok, etc., ben, c'est quoi qui ressort? C'est entrepreneuriat, éducation financière, fitness, musculation, bien-être, santé. Et en fait, c'est tout ce qu'on traite sur nos minutes. Et on veut Mhm. vraiment apporter, sortir du modèle Instagram, YouTube, où il y a beaucoup de bullshit, malheureusement, mais ça, c'est dû au fait que c'est des plateformes énormes. On veut vraiment nous être une plateforme plutôt, non pas de niche, mais hyper qualitative, pro, ciblée et de passionnés avec des intervenants renommés et qualitatifs, quoi. Donc voilà, c'est ce qu'on veut être et c'est ça la mission d'ici 2024-2025. Parce qu'au début, moi, quand j'étais tombé sur ta plateforme, je pensais que c'était exclusivement du coup lié à l'univers voilà, sport, nutrition, bien-être et tout. Et effectivement, j'avais pas vu cette branche leadership et tout. Ça a été rajouté après ou c'est que je l'avais pas vu au début? Non, c'était depuis le début, sauf qu'on l'a renommé au début, ça s'appelait développement personnel. Sauf que Ok. développement personnel,
c'est un peu, je sais pas, je t'apprends rien, tu sais, dans le coaching, mais tu as un peu de charlatans ou des gens un peu de sorciers ou des vaudous, tu vois. Et le mot de développement personnel, il me gênait. Donc, je voulais qu'il soit renommé autrement. Donc, croissance et leadership, tu vois, la croissance personnelle, c'est beaucoup plus explicite et pro, quoi. Et donc, Mhm. leadership également. Le leadership, aujourd'hui, eh ben, c'est ce qui équivaut au développement personnel, mais avec la notion plus anglo-saxon, on va dire, et plus j'ai pas le mot, plus avéré, quoi, plus marqué, quoi, Mhm. plus pro, quoi. Et donc voilà, ça, on l'a développé depuis le début. Donc 3 grandes thématiques sur 2 minutes et des rubriques à chaque fois, 8 rubriques par thématique, quoi. Donc au final, on est une communauté, une plateforme de niche. Mais au final, pas tant que ça, parce qu'on touche un marché très, très large. Ok. Et moi, j'écoute des podcasts depuis pas mal d'années maintenant et Ouais, je connais Gaël Aymar que tu connais oui. aussi, qui m'a aussi beaucoup parlé du podcast parce qu'il développait des formations et tout et puis tout ça, ça germait un petit peu dans ma tête. Moi, ce que j'aime beaucoup avec le podcast, c'est que tu vois, tu mets ça dans les oreilles et tu es focus sur la voix et je trouve que c'est très puissant. Autant, bon, le visuel avec les vidéos et tout, ça peut être intéressant sur certains points quand tu veux montrer quelque chose, mais enfin, en tout cas, moi, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup pour apprendre et je pense que je crois que je bouffe entre 10 et 15 heures de podcast par semaine. Ouais, c'est Mais, dingue. et est-ce que ça a été difficile pour expliquer ton projet? Parce que bon, le podcast, c'est en train tout doucement, notamment avec des gros podcasteurs qui sont en train de développer et tout. Donc, on en entend de plus en plus parler en France. Mais est-ce qu'au début, ça a été difficile pour justement amener des podcasts sur la plateforme? Alors, si tu me permets, je voulais te rejoindre sur ce que tu as évoqué juste avant, sur les bénéfices du podcast, en fait. Et c'est un point qui m'a aussi fait vriller du côté de vouloir développer ça en audio. C'est parce qu'avant, j'avais une page Facebook qui s'appelait Really, qui marchait super bien. On était, je crois, 100 ou 150 000 abonnés enfin, qui suivaient, quoi. Ça marchait très bien, mais je me disais tout le temps, tourner des vidéos, c'est l'image, c'est le paraître, c'est beaucoup de travail, c'est du montage. Les gens s'identifient tout le temps à une image, quoi, et à une personnalité. Ils sont devant un écran et moi, j'en avais marre de tout ça. Et c'est aussi de là que le format audio m'avait plu. Parce que comme tu l'as dit, tu mets tes écouteurs et tes focus. Et c'est vrai que le podcast, ça permet d'être émotionnellement, intentionnellement lié directement avec la personne. Tu as l'impression d'être en live avec Mm. ton interlocuteur, d'être comme si le podcasteur, le créateur, il était juste là pour toi, tu vois, comme s'il te faisait un show juste pour toi, enfin un podcast juste pour toi. Et c'est aussi beaucoup plus intime. Et je pense que c'est ça aujourd'hui qui plaît aux gens, qui va plaire. C'est aussi pour ça que nos minutes, nous, on souhaite que les gens apprennent de moins en moins en étant sur leur smartphone, tu vois. Tu mets ton podcast, comme tu as dit, tu peux quitter l'application et faire autre chose en même temps. Tu peux écouter en faisant ton sport, en étant dans les transports en commun, en voiture, où tu veux, quand tu veux, en illimité. Et c'est carrément un autre modèle de consommation. Et les gens, aujourd'hui, on est persuadé, c'est avéré d'après les nouvelles études qui sortent, que les gens veulent apprendre sans être derrière un écran, tu vois. Mhm. Donc, voilà pourquoi le podcast, ça m'a fait tilt. Il y a plein de choses. Et pour te répondre à ta seconde question, tu l'as très bien dit, ça a été super dur parce que le podcast est tout neuf en France. D'ailleurs, à chaque fois que je vais au Paris Podcast Festival, pour te donner quelques anecdotes, les grosses marques comme Louis Vuitton, Guerlain, RTL, TF1, même Spotify, ils n'ont pas encore trouvé leur modèle économique, vraiment, n'ont pas encore trouvé leur business model avec le podcast. Et je pense qu'on est qu'au début, on est qu'aux prémices du podcast. Et pour moi, la vision du podcast, elle va s'établir dans les 3, 4, 5, 10 prochaines années où je pense que le podcast, l'audio, tu vois, ça n'a jamais disparu avec la radio, mais je pense que l'audio, ce format podcast, va rejoindre, enfin, ou va rattraper la vidéo. Va rattraper la vidéo avec la qualité de contenu proposé, la qualité d'intervenant, les thématiques, le mode d'apprentissage, le mode de consommation. Et je pense qu'on est vraiment qu'au début, quoi, tout simplement. Donc, de toute façon, quand tu vois tous les jours des nouvelles chaînes de podcasteurs qui émergent, qui se créent, tu te dis que tu es sur le bon filon, quoi. Non, puis il y a Et les indépendants. Enfin, ce sont ouais, bon, il y a les BFM, il y a les elle est RTL, les gros. machins qui ont leur truc, mais en soi, c'est toujours le côté entreprise, tu vois. Il y a Ouais, pas. Alors que moi, j'écoute, on va dire en grande majorité, même je pense la majorité des personnes indépendantes qui ont créé leur propre podcast. Et je le vois un petit peu ce qui se passe sur le marché américain, et tu le sais aussi. Euh,
c'est beaucoup plus développé et il y a des business models qui se sont réellement créés à travers le gratuit, à travers le prix payant, à travers pas mal de choses aujourd'hui. Et je pense que de toute façon, ce qui se passe à l'extérieur de nos frontières, à un moment donné, voilà, Ouais, ça va arriver, quoi. Et, c'est clair. et je trouve ça vraiment, vraiment excitant. Est-ce que tu as, pour toi, quels sont je sais pas, tes deux, trois podcasts préférés? Est-ce que tu écoutes, toi, des podcasts et quels sont les podcasts que tu pourrais recommander à la communauté? Ben, je suis super content. Enfin, tu vois, en fait, le fait qu'aujourd'hui, on ait pu développer une plateforme de podcast qui n'est qu'à ses débuts, mais c'est le fait de pouvoir consommer des podcasteurs chaque jour qui sont brillants, où tu apprends d'eux. Et il y en a tellement, tu vois, tu prends les podcasts de Mathieu Stéphanie, de Génération Do It Yourself. Matt, il est pas encore, il connaît nos minutes, hein, etc. On a déjà échangé dessus, mais il n'est pas encore sur nos minutes parce que lui, il a déjà sa boîte, tu vois, il est déjà ancré dans le podcast depuis longtemps, il a son modèle économique, ça tourne et tout. Mais quand nous, on va commencer à générer des gros revenus, je veux dire au-dessus de 30, 40 000 euros par mois de chiffre d'affaires, qu'on va commencer à vraiment pouvoir rémunérer nos podcasteurs avec pas des revenus complémentaires à 100 ou 200 euros, mais des vraies sommes. Je pense que des acteurs comme lui, comme Pauline Legnaud, comme Pénélope Boeuf, comme Caroline Mignot, tu vois, des gros acteurs du podcast en France, ben, rejoindront nos minutes à ce moment-là. Là, pour l'instant, sur nos minutes, on a 6000 podcasts, 1500 intervenants. On a vraiment les meilleurs dans le sport. L'entrepreneuriat, ça commence vraiment à se développer et avoir vraiment des top intervenants. Mais si j'en avais à recommander, ben, les quatre que je t'ai dit, hein, Caroline Mignot, une génération do it yourself, Pénélope Boeuf, Mathieu Stéphanie, Pauline donc Legnaud, ouais. ben, le tien aussi qui est très bon. Et ceux qui sont sur 2 minutes, franchement, tu en as plein. Moi, j'aime vraiment beaucoup ceux de Fred Joueurs, mes collègues qui sont à Paris à Station F, parce que ils ont ramené un concept qui est qu'ils font des podcasts de 4 heures ou 5 heures, mais où ils t'amènent en immersion. Tu vois, ils mangent en même temps qu'ils font le podcast. Il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de cut. C'est authentique 100%. Et ils ont des gros intervenants, entre des gros entrepreneurs reconnus en France, hein, avec, ça peut être Guillaume Boubèche de Lemnis, ça peut être Pierre Cross, qui est youtubeur. Là, j'ai écouté celui avec Anthony Roux, le fondateur de Dofus. Enfin, il est énorme son podcast. C'est pendant 4-5 heures. C'est une pépite, c'est une mine d'or. Donc, C'est un peu, c'est comment aux États-Unis, c'est Joe Rogan qui s'appelle, celui qui ouais, fait voilà. des podcasts Il s'est tout racheté. Ouais, il s'est qui fait fait, racheter par Spotify, ouais, tu vois, ouais, par exemple. ouais. Et lui, il fait des podcasts, il peut en sortir deux la même journée, et des podcasts de C'est 4 heures. clair. Enfin, il n'y a pas de, ouais, il y a pas de ligne directrice, mais apparemment, ouais, c'est des trucs de. Il y a aussi celui de. Bon, même si je ne suis pas très très fort en anglais, mais celui de Tim Ferriss, parce que moi, Tim Ferriss m'a beaucoup inspiré à l'époque. Ouais, Donc lui aussi, il est dans le podcast depuis très longtemps. Donc c'est clair que c'est un peu dans le marketing, il faut choisir son format et après, il faut y aller à 100% et il faut donner le maximum sur une plateforme. Après, tu as des gars comme Gary Vee, que tu connais ouais, sans doute, qui sont partout par contre. Et c'est bon, clair. forcément, il est pas tout seul, il est loin d'être tout seul et ça lui permet d'être vraiment partout sur toutes les plateformes. Et moi, ce que je dis généralement aux coachs qui veulent développer leur business, c'est déjà de se concentrer sur une seule plateforme et donner le maximum sur cette C'est ça. plateforme pour être visible, quoi. Et forcément, Exactement. plus tu fais du podcast, bah, plus tu vas t'améliorer, plus tes questions vont être pertinentes, etc., quoi. Non, mais c'est clair, tu as tout dit. C'est une question que je me suis souvent posée. Et d'ailleurs, en relation avec Gary Vee, j'adore ce mec. Je l'ai saigné depuis sa toute première chaîne YouTube quand il faisait ses storytelling avec le vin et tout. Et, et je me suis toujours demandé, est-ce qu'il faut vraiment être partout comme lui ou est-ce qu'il faut se focus sur une? Mais tu sais, c'est des questions qui reviennent tous les 6 mois ou tous les 3-4 mois. Bon, est-ce qu'on crée une chaîne TikTok? Est-ce qu'on crée une chaîne YouTube et tout? Puis au final, ben, je suis resté dans nos minutes. Et comment promouvoir nos minutes? Ben, on se met à fond sur Instagram. Et Instagram, ça fait 2 ans qu'on y est. Pourquoi? Parce qu'Instagram, ça répond clairement à notre cible. TikTok, on va y venir, mais on attend que ça se professionnalise un peu parce qu'il n'y a pas. Enfin, TikTok, ça reste que du divertissement pour l'instant. Il y a beaucoup de divertissement, de trucs qui sont incohérents avec la cible qu'on veut toucher. Mais je pense que TikTok, ça va ne faire que grandir et ça va se professionnaliser d'un point de vue contenu. Ça, j'en suis sûr. Donc, je pense que d'ici 3, 4, 5 mois, on va vraiment lancer notre chaîne sur TikTok. Facebook, malheureusement, c'est Mm. comme toi, je t'apprends rien, qui était très présent sur Facebook avant. Je pense que tu l'as un peu délaissé aussi. Snapchat, c'est pas du tout notre cible et ça m'intéresse pas du tout ce type de format et d'audience. Donc ouais, moi je dirais, après il y a Twitch aussi Twitch qui arrive à fond, qui va concurrencer YouTube. Mais voilà, nos minutes sur nos minutes, crée notre plateforme et le vecteur Instagram et TikTok à terme et LinkedIn, j'avais oublié LinkedIn qui a enfin trouvé
son modèle économique, son branding, quoi, son image de marque. Après 10-12 ans de création, ils ont enfin trouvé leur canal. Je pense que ouais, nos minutes, Instagram, TikTok et LinkedIn, ouais, voilà, c'est sur quoi on va se développer et sur quoi on Est-ce veut que prendre vous forme, avez quoi. développé un podcast du coup au sein de nos minutes? Donc, bah, j'ai le mien en tant que tel, tu sais, en tant que Max Ouais. Altenhoven, où j'en ai une centaine. Mais le podcast aux minutes à part entière, non, on veut vraiment héberger. Et puis, c'est tout simplement parce que là, on est en création du comité rédactionnel. On va pouvoir, avec une équipe de montage, de tournage, etc., aller voir des grandes personnalités et faire comme un peu fait Joe Rogan ou Tim Ferriss, aller interviewer chez la personne des grandes personnalités, tu vois, et après les mettre sur nos minutes. Ça, c'est à terme, mais bon, c'est un coût, on l'a budgétisé sur l'année, c'est plus d'un demi-million d'euros Ok. de coûts, quoi, tu vois. Donc, entre les voyages, les transports, les charges, les frais, la restauration, le tournage, le montage, le matériel, Hmm. ça va vite, hein, ça va super vite. Ok. Et qu'est-ce que tu dirais aux professionnels du fitness qui écoutent ce podcast, du coup, sur le fait de lancer leur propre podcast? Est-ce que ça vaut le coup aujourd'hui? Je sais pas, je suis coach sportif indépendant. Je suis sur Lyon, je suis sur Paris. Est-ce que pour toi, c'est intéressant de lancer un podcast? Et si oui, pourquoi? Ouais, pour moi, c'est intéressant parce que ils vont, et c'est l'exemple que je prends avec nos minutes, on est bientôt 40 000 sur la plateforme. Et sur ces 40 000 personnes-là, tu sais que tu vas, je prends pas l'exemple de nos, enfin, je prends pas de minutes, mais si une personne, comme tu as dit, un coach va créer son podcast, il va toucher il ou elle va toucher directement une communauté qui lui ressemble, une communauté de niche, spécifique, qualitative, et qui va s'immiscer dans son podcast, qui va écouter ce qu'il ou elle a à dire, en fait. Et il va pas simplement regarder ses vidéos parce que la meuf, elle est jolie, ou parce que le gars, il parle bien et c'est un bon orateur, mais en fait, c'est du bullshit, tu vois, ou pas parce que c'est un influenceur. C'est vraiment parce que cette personne-là, elle a des choses pertinentes à dire, des choses intéressantes et qu'elle va apporter de la valeur ajoutée, tu vois, et répondre vraiment à un besoin. C'est ça qui fait la différence avec le podcast, c'est que euh, on n'est pas dans le jugement. Je dis une bêtise, moi, je prends un extrême, mais un mec qui lui manque un bras ou qui est atteint de trisomie ou qui, je sais pas moi, qui est moche à l'écran, tu vois, ou qui s'exprime très mal, bah, à travers un podcast, il ou elle peut faire passer des choses exceptionnelles, tu vois, d'un point de vue compétence, connaissance, émotionnel. Et c'est pour ça que le podcast, ben, c'est un outil formidable pour des personnes qui n'ont pas forcément confiance en elles, mais qui sont pourtant très compétentes, très, enfin, qui veulent partager, quoi, tu vois. Donc, moi, je conseillerais à chaque coach qui se veut être compétent, qui se veut partager ses connaissances, ses expériences, son expertise, de développer son podcast et de le créer, bien entendu. Ouais. Est-ce que tu connais, alors là, je ne parle pas de gros podcasteurs comme tout à l'heure, Mathieu Stéphanie ou autre, mais dans notre domaine, dans la prépa, dans le coaching, dans le fitness ou dans la nutrition, des podcasts qui leur permettent justement de générer avec cet outil-là de l'argent, du business. Tu en connais Il y en a de personnellement? plus Ouais. en plus, ouais, Ouais. ouais, il y en a à petite dose. Ben, sur 2 minutes, tu en as déjà quelqu'un où leur cagnotte, elle commence à monter un petit peu. Mais ben, ça se fait par la publicité, tu vois. Et nous, sur 2 minutes, déjà, on ne veut pas de publicité. Donc, Mhm. ça, c'est pour l'expérience utilisateur. Mais tu prends l'exemple de Jérôme Cazerolle avec Biomécanique Podcast. Tu prends l'exemple de Sean Seal avec Upside Strengths. Tu prends l'exemple de Julien Astoric avec Objectif Performance. Rudy Koya. Extraterrien de Barthélémy Fent. Enfin, je pense qu'il y a une dizaine de podcasteurs, même il y a qui aussi sur le minute, il commence à y en avoir pas mal, du coup je les perds un peu tous, mais Quentin Randis, Biceps and Mindset, Eric Flag, tu vois, c'est tous ces podcasteurs-là qui ont déjà une certaine communauté sur les réseaux sociaux et qui Ouais. arrivent à générer certains revenus avec leur podcast, avec la publicité notamment, 300, 400, 500, 1000 euros par mois. Et je pense que c'est que le début. Et même Aurélien Broussal, même Aurélien aussi, il en génère. Mais je pense que c'est que le début et c'est de bon augure. Ouais. Mm. Comment les coachs peuvent générer de l'argent du coup avec un podcast? Quels sont les conseils que tu pourrais leur donner par rapport à ça? Alors, il y a leur audience. Donc, c'est avec la publicité notamment Spotify, Apple Podcast, non, pas Apple Podcast, Spotify, Deezer, et je crois que c'est tout. Et YouTube, bien entendu, rétribue et rémunère les podcasteurs avec un coût pour 1000 par espace publicitaire ou par achat de vente ou par achat d'espace publicitaire. Je dis une bêtise. Donc, toi, on dit par exemple, tu as ton podcast, tu as une telle audience, tu vas acheter des espaces publicitaires ou alors tu as des annonceurs qui viennent poser leur pub sur ton podcast en pré-roll, tu sais, au début du podcast. Donc, 30 Mhm. secondes de pub sur, je sais pas moi, sur Feu Vert, par exemple, ou Opel ou Mazda, j'en sais rien. Et cette pub-là, elle va te générer un coût pour 1000
selon ton nombre d'écoutes. Et ce coût pour 1000 là, s'il est entre, admettons, ton coût pour 1000 de publicité, il est à 10 euros, Ouais, eh ben, ça va te générer tant d'euros générés par 1000 écoutes, si tu ouais. veux. Et à terme, du coup, ça te génère des revenus mensuels et trimestriels, annuels et tout. Ça, c'est ce qui est le modèle le plus facile. Il faut s'associer avec des régies publicitaires, Mhm. avec des hébergeurs, etc. Mais après, ça, c'est le seul modèle qui existe à ce jour. Nous, ce qu'on a développé sur 2 minutes et ce sur quoi on veut mettre en avant, c'est que on a une communauté donc, de 40 000 personnes. Sur ces 40 000 personnes, il y a 1300, aujourd'hui 1400 personnes qui ont pris l'abonnement pro. Il y a un abonnement pro à 3,99 €. Il y en aura d'autres, bien entendu, là qu'on va sortir. Mais ces 1400 personnes, elles génèrent donc 1400 fois 3,99, donc quasiment 6 000 € par mois. Et sur ces 6 000 € par mois, on veut rétribuer 12% du chiffre d'affaires aux podcasteurs qui sont passés pro. Qui sont passés pro, c'est-à-dire que leurs meilleurs podcasts, qui ont les meilleures notes, les meilleurs commentaires, les meilleures écoutes et tout, ils passent pro. Et donc, ça veut dire que moi, admettons, je suis consommateur, je vais vouloir m'abonner à 2 minutes en pro. Donc, je vais prendre l'abonnement pro à 3,99 € par mois et je Mhm. vais avoir accès à tous les podcasts professionnels, donc des podcasteurs pro, et pouvoir écouter tout all inclusive sans publicité. Et donc, je dis une bêtise, moi, imagine-toi, Andy Poiron, tu as 20 podcasts. Sur ces 20 podcasts, tu en as 4 qui passent pro, tu vois, parce que c'est tes top podcasts, c'est le plus écouté, c'est les mieux notés. Sur ces 4 podcasts pro, eh bien, tu vas avoir un certain pourcentage du chiffre d'affaires généré qui va être rétribué par mois. Et c'est ce qu'on veut mettre en avant, tu vois, on veut mettre ça en avant. Ça Et a été ça, c'est lancé un en algorithme décembre. qui permet de passer pro directement ou c'est vous qui jugez de la Non, tu peux pertinence? faire la Non. demande, ouais. Tu peux Ah faire oui, la demande, ouais, tu peux ok. faire la demande sur ton interface sur le site, où tu as mis les podcasts. Tu peux demander à ce que ça passe pro. Et nous, on va étudier le podcast. On va voir ton CV, ta bio, le nombre d'écoutes, le nombre de notes, qui est intervenu ou pas dans le podcast en tant qu'invité. Et on accepte ou on refuse. Donc, c'est comme ça que ça se fait, tout simplement. Et imaginons que demain, j'ai écouté là, j'écoute attentivement ce que tu nous dis. J'ai un podcast. Comment je fais pour rentrer sur nos minutes? Est-ce que c'est payant? Comment ça se passe pour que mon podcast soit référencé sur nos minutes? Comme toi, tu l'as fait, tu veux dire? Ouais. Oui, Ah, parce ok. que je suppose qu'il y a des coachs peut-être qui ont déjà leur Ouais. podcast, mais qui, je ne sais pas comment, voilà, ils l'utilisent peut-être sur une plateforme ou autre, mais ils se disent, tiens, ça serait intéressant que je puisse justement l'avoir sur nos minutes. Donc, comment on fait concrètement? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que, voilà. Alors, c'est tout ça. Moi, je serais tenté de te dire et de te poser la question, est-ce que toi, enfin, toi, comment tu as fait, Andy? Est-ce que tu as trouvé ça compliqué? Mais c'est bien que tu la poses. C'est très simple, je pense, à moins que je me trompe, mais tu me couperas. Il suffit de se connecter sur 2minutes.com. Donc, il y a un site web. Et ce site web-là, il est fait exclusivement, on va dire, ou en grande partie pour les podcasters. Il suffit de créer son compte. Donc, on s'inscrit, on crée son compte donc avec sa photo, sa bio, ses liens professionnels, son CV, entre guillemets, quelques lignes sur soi. Et on peut importer ces podcasts via le flux RSS, donc le flux RSS qu'on a sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, etc. Et c'est fait instantanément. Et nos podcasts, et donc les podcasts du coach en l'occurrence, du coach en question, apparaissent sur nos minutes directement et c'est synchronisé automatiquement. Ça, c'est le premier point. Donc, ça se fait en 5 minutes, ça peut se faire. Maintenant, il y a l'autre point qu'on est en train de développer avec les hébergeurs. Donc, les hébergeurs comme Acast, Anchor, Buzzsprout, Podcastix, etc. Ou toi, tu es chez qui, par exemple, toi, en Je tant suis au qu'hébergeur? chat. Au chat. Voilà, Ocha. On est en train de développer des partenariats potentiels avec eux pour que notre lien, nos minutes, ce qu'on appelle un smart link, soit directement généré depuis votre hébergeur, donc depuis ton hébergeur Ocha. Donc, tu vois, quand tu mets ton podcast, toi, Andy, il te propose de le mettre sur Spotify, Mhm. Deezer, Castbox, etc. Et bien qu'on ait exactement le même pour nos minutes. Et ça, il faut des années de business, quoi. Il faut être référencé, il faut être reconnu. Je pense que ça va arriver d'ici 4, 6 mois où on commence à se faire notre place sur le marché francophone et à être connu des pairs. Et parce que ça, il y a le bouche à oreille qui fait. Mais du coup, ce sera encore plus simple. Il y aura juste à choisir à entrer son lien de podcast et il sera directement rebasculé sur nos minutes. Mais en attendant, je vais pas Ouais, dire que je c'est crois que j'ai mis 3 minutes, hein, donc voilà, c'est tu vois, très donc c'est simple, super. hein, donc, oui, oui, Et encore, on va l'améliorer, tu vois, on va l'améliorer, on va améliorer l'expérience du podcasteur sur la plateforme. On va ramener les métriques petit à petit. La fluidité, l'expérience utilisateur, c'est ce qu'on améliore, c'est ce qui va sortir d'ici quelques semaines avec une nouvelle version du site. Donc, voilà, on veut vraiment faciliter l'expérience et surtout que toi, comme coach, par exemple, Andy Poiron, qui a ta renommée aussi dans ton secteur, que tu puisses mettre tes liens cliquables, tu vois, tes liens vers ton site, vers tes formations,
vers ton podcast, dans ta description, ben, tous les liens ils sont cliquables sur nos minutes. Or que si tu vas sur Instagram, les liens ne Ouais. sont pas cliquables. Sur Google ou Spotify, je ne suis pas sûr qu'ils soient cliquables. Enfin, peut-être que je me trompe, mais Spotify, je sais pas. Ouais, bonne question. ouais, à voir. Mhm. Mais voilà, on veut vraiment qu'il y ait une interaction et qu'il y ait une passerelle entre les coachs, les sportifs, les entrepreneurs qui puissent vendre leur formation, leur séminaire, leur coaching sur nos minutes. Ça, c'est ce qu'on développe petit à petit pour venir à la marketplace qu'on a prévu fin d'année 2022. Ok. Et aujourd'hui, le business model de nos minutes, vous êtes rentable, vous arrivez à l'équilibre. Comment ça se passe? Alors non, pas du tout pour l'instant. Donc on a 2 ans. En 2 ans, ce que je voulais qu'on investisse, c'est au moins 300 000 euros pour avoir ce qu'on appelle un MVP, donc un minimum viable product, qu'on ait une expérience utilisateur qui soit au moins égale à celle de sur le site et sur l'application, qui soit au moins égale à celle de Spotify, Apple Podcast ou Google. Avec la version 5.0 qui sort dans 3 semaines, ça va être ouf pour pas spoiler. Mais ça va être vraiment ouf. On a ajouté plein de nouvelles fonctionnalités essentielles. L'expérience utilisateur va être revue, la charte graphique, l'ergonomie, etc. Et on s'est dit, donc on a 2 ans pour faire ça, donc début 2020 jusqu'à fin 2021, c'est ce qu'on a fait. On a monétisé du coup depuis fin 2021, il y a quelques mois. Donc on a commencé par un abonnement classique à 3,99 où 10% des podcasts les plus qualitatifs sont passés pro. Donc sur 6000 podcasts, on a 600 qui sont passés pro. Et donc on voit, est-ce que la communauté répond? Est-ce que sur les 40 000 personnes, on a un certain nombre qui prennent l'abonnement? Tu vois, pour l'instant, on en a 1300, 1400 qui ont pris cet abonnement-là. On va se diversifier au niveau des abonnements. Donc pour l'instant, on n'est pas du tout rentable, mais c'est juste que on développe notre modèle économique petit à petit. Donc d'abord avec l'abonnement, on va venir avec la marketplace qui va voir le jour cette année, où des coachs comme toi, des entrepreneurs, des conférenciers pourront vendre leurs séminaires, leurs formations, leurs coachings. Et donc, nos minutes prendra une commission c'est quoi qu'on a mis, entre 12 et 16%, et tout le reste, c'est pour vous, tu vois. On a aussi la publicité native. On va mettre de la publicité, mais c'est la publicité qui viendra directement du podcaster. Par exemple, Andy, tu pourras faire la promotion de ton livre, si tu en as un, de ton sponsor, de tes formations, tu vois, dans ton podcast. Mais ce ne sera pas des publicités de Lactel, Babybel, tu vois, de Carrefour, de Auchan. C'est vraiment des publicités qualitatives. Et enfin, on a les partenariats B2B. On est en train de signer, on a déjà signé, on ne peut pas encore dévoiler, tu verras sur la prochaine version de l'application. On aura un scroll ou des bandeaux avec des partenariats. Ça, je peux en parler parce que c'est officiel, mais on a signé avec Expertise 360. On a quasiment finalisé avec Fitness Park Équipe Cool. On est en pourparlers pour signer avec des gros clubs professionnels. Donc, ça peut être le Phoenix Toulouse Handball. On aimerait bien aussi avoir le TFC, le Stade Toulousain en ligne de mire, tu vois, pour proposer nos minutes au sein de leur staff, de leurs membres et de leurs joueurs, tu vois. Mhm. Et que ces structures-là puissent créer leur chaîne de podcast sur nos minutes. Donc, tu vois, c'est un partenariat B2B, B2C. Et voilà comment on voit le truc. Donc, on est vraiment au tout début du Comment modèle tu as économique. réussi à trouver les fonds au début, du coup? Tu as fait une levée de fonds? Tu as fait ou tu avais, je sais pas, comment tu t'y es pris? Pas de tabou à en parler, et c'est une question qui revient souvent. Donc, au tout début, et ça a été la première année, c'est des fonds propres. Ça a été toutes mes économies personnelles. Donc, le fait que j'ai coaché tôt, que j'ai pu épargner tôt, que j'ai touché un peu d'argent avec le foot. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Mes boulots d'été, mes boulots dans les clubs. Donc, il y a eu 120 000 euros qui ont été investis. Donc, j'ai investi tout mon argent. Et du coup, fin 2021, je crois qu'il me restait 3 000 euros sur le compte, même pas, tu vois. Donc, tu passes de 120 000 euros à 3 000 euros, tu te dis, waouh, faut pas Mhm. déconner. Voilà. Et après, dès que ça a commencé à prendre petit à petit, on a eu des subventions de la région. Donc, on a eu des subventions. On a fait une campagne de crowdfunding. Donc, Ouais. pour tout te dire, que tu vois plus clair, donc 120 000 euros de fonds propres, de mes fonds propres en tant que dirigeant investi. On a eu 15 000 euros de crowdfunding, de financement participatif. Il y a en tout 35 000 euros, 40 000 euros de subventions de la région, donc la BPI, la Ouais. Bourse French Tech et la région Occitanie ad hoc. Et ensuite, on a ça fait 1 an maintenant qu'on a des demandes d'investissement. Donc, on a des investisseurs ou des gens qui croient au projet ou qui ont la même vision, qui veulent mettre des tickets dans la boîte, donc entre 5 000 et 40 000 euros. Donc, on a aujourd'hui 8 associés à 9 minutes. On a Ok. 8 associés qui sont des kinés, des entrepreneurs, des sportifs pros, des préparateurs physiques qui ont mis des tickets dans la boîte, qui sont entrés au capital, comme on dit. Donc, on a ouvert le capital depuis plus d'1 an. Donc moi, si je suis Euh, intéressé pour venir pour investir dans nos minutes, je peux. Bien sûr. Après,
tu vois, et je suis très, très transparent avec ça parce que c'est ce qu'on explique tout le temps avec mon associé, et c'est ce qu'on explique aux potentiels associés et collaborateurs dans la boîte, c'est qu'on choisit nos profils. Là, ça fait 1 an qu'on a des demandes d'investissement chaque semaine. Tu vois, on a des gens qui veulent mettre 10 000, 5 000, 20 000, 30 000 euros dans la boîte, mais on veut vraiment des partenaires actifs, tu sais, qui croient au projet, qui croient en la mission, en la mission, qui ont la même vision et les mêmes valeurs que nos minutes. Donc, on préfère quelqu'un qui va mettre 10 000 euros dans la boîte et qui croit au projet, qui va le pusher dans sa communauté, qui va faire parler, qui va aider au projet, plutôt qu'un mec qui veut juste mettre 40 000 euros et il attend d'avoir ses dividendes et son retour sur investissement, tu vois. Mhm. Donc, en gros, ouais. On a, donc, pour que tu comprennes mieux, on a mon associé qui est Jean-Marc Ribaillet. Jean-Marc Ribaillet, il a 55 ans, c'est un grand entrepreneur. Il a été DAF, directeur administratif financier et DG de TPE et de PME depuis 25-30 ans, qui m'épaule sur toute la partie juridique et process juridique. Donc, quand quelqu'un, et ça peut intéresser des gens parce que ça, ce qu'on dit là, il y a des gens qui le font payer, tu vois. Euh, une entrée en capital, ça se fait d'abord avec un business plan qui est établi, une valorisation de la boîte pré-monnaie et post-monnaie qui est établie. Ça se fait avec des primes d'émission qui sont établies, avec, avec un nombre d'actions, avec un capital total établi. Et tout ça, donc par exemple, si toi, je dis une bêtise, Andy Poiron, tu es intéressé pour ça, on fait d'abord une visio ou une réunion en réel si tu es à Toulouse. On fait une visio avec mon associé. On répond déjà avec toutes tes questions juridiques, financières. Ça peut être comment est-ce que je rentre dans la société, quelles sont les étapes juridiques, comment est-ce que j'en sors, comment est-ce que ça fonctionne les dividendes, comment est-ce que ça fonctionne si la boîte elle plante, comment est-ce que les assemblées extraordinaires et les AG elles fonctionnent, quels sont mes droits, tu vois, c'est ça. Voilà, Mhm. répondre à toutes les questions. Ensuite, il y a une première phase qui s'appelle une LOI, c'est une lettre d'intention. C'est un document juridique qui fait 2 pages où on met, sous forme de plusieurs articles qu'on a fait avec nos avocats, où on met toutes les différentes étapes et ce qu'il va y avoir si la personne vient signer et entrer au capital. En gros, c'est les règles du jeu, c'est le deal, tu vois. Mhm. Donc toi, tu lis ça, tu signes, tu paraphes. Tu peux rajouter également tes conditions, c'est-à-dire que Max Altenhoven, je veux qu'il vienne aux assemblées générales en chemise à carreaux. Je veux avoir accès aux données, aux chiffres tous les 3 mois. Tu vois, tu mets tes conditions. Mhm. Et nous, si on valide, on passe à la deuxième étape qui est celle des pactes d'associés. Les pactes d'associés, c'est 40 pages là où il y a toutes les données sur le business plan, les chiffres, les conditions d'entrée, les conditions de sortie, euh, toutes les métriques, tous les aspects juridiques, s'il y a un différend, s'il y a une crise, s'il y a une guerre entre les associés, tu vois. Mhm. Voilà, Ok. tout le process. Et après, tu as l'ouverture du compte capital et le versement des fonds. Et dans ce versement des fonds, toi, tu reçois ce qu'on appelle des PV, des procès-verbaux. Tu as tes fichiers du greffe qui te sont transmis, les nouveaux statuts qui te sont transmis, le nouveau CABIS, les pactes d'associés signés et rédigés. Et ensuite, donc, tu verses les fonds sur le RIB qu'on t'envoie, le RIB de la société. Et donc, à partir de là, dès qu'ils sont reçus, tu reçois ce qu'on appelle un document officiel de capitalisation où, Andy Poiron, tu as tant d'actions selon le capital social, selon la valeur de la boîte. Tu vois, aujourd'hui, moi, je détiens 82% du capital, 82,19%. Il y a des associés qui détiennent 3, quelque chose, d'autres qui détiennent 2, d'autres qui détiennent 4, d'autres qui Ouais. détiennent 2 et quelques, 4%, ça dépend. Et voilà, il y a tous les détails. Et ça, avec mon associé, on veut vraiment que tout soit carré. Parce qu'aujourd'hui, rentrer dans des boîtes, c'est facile. Tu vois, demain, si tu veux mettre 10 000 euros dans une boîte, c'est facile. Mais c'est casse-gueule parce que tu n'as aucune condition. Nous, on veut vraiment que tout soit carré, qu'il n'y ait plus de questions à l'entrée et que le process soit vraiment bien fait juridiquement parlant. Et ça, pour nous, d'un point de vue transparence, c'est hyper important si on veut grandir. Parce que le jour où, imagine, ça se casse la gueule 2 minutes, ce qui est possible, eh bien, on sait que Andy Poiron, si tu as mis 20 000 euros dans la boîte, on sait qu'on n'ira pas te chercher tes meubles. On sait que tu seras tranquille pour ta personne. On sait qu'il y a juste les fonds que tu as mis qui sont perdus et il n'y a rien d'autre en ta personne qui est mise à, comment on dit ça, mise en danger, quoi. Mhm. Donc voilà, on veut vraiment que tout soit transparent, quoi. J'ai été un peu long là-dessus, mais je pense que c'est Ouais, important ouais. d'en Et parler, où ouais. est-ce que tu veux emmener nos minutes du coup? Je vais pas dire au CAC 40 et en bourse, mais je veux vraiment que ce soit une société qui soit viable, où on est une vingtaine de salariés, où on dépasse les 100 000 euros de chiffre d'affaires mensuel, qu'on dépasse le 1,5 million et voire les 2 millions de chiffre d'affaires annuel,
qu'on soit établi dans au moins 5 pays, au moins toute la francophonie. Tu vois, là, on a déjà quelques membres, on a une centaine de membres à droite, à gauche, donc Québec, Montréal, Belgique, France, Suisse, Maroc et tout, mais qu'on soit vraiment implanté là, qu'on développe notre chaîne de radio No Minutes, tu vois, qu'on ait une chaîne de radio No Minutes où ça diffuse des podcasts toute la journée. Tu vois, c'est une chaîne un peu culture, sport, entrepreneuriat, mindset, qui diffuse des podcasts partout en France ou en francophonie. On veut nos propres bureaux, parce que pour l'instant, on les a, mais on a aussi des collaborateurs qui bossent à droite, à gauche. Donc voilà, être une boîte française viable, fiable et fun, quoi. Voilà. Et est-ce qu'à un moment donné, tu vas pas devoir choisir du coup entre la prépa physique et ton, on va dire, ton business de CEO pour nos minutes? Est-ce que c'est une C'est sûr, réflexion que tu as, une question qui te trotte dans la tête? carrément. Et ça, en plus, je commence à avoir la pression de plus en plus de par les investisseurs, tu vois, parce que là, on est en train de pitcher avec des banques, donc des banques innovation qui veulent nous financer pour 300, 500 000 euros, des levées de fonds entre 200 et 500 000 euros pour un premier tour de table. Et c'est souvent une question qui revient. euh, à combien de pourcentage enfin, comment êtes-vous investi dans le projet, tu vois? Si je leur dis que je fais ça à droite, ça à gauche, enfin, que je fais plein de trucs autour, les mecs peuvent être frileux et réticents. Et moi, mon but, comme tu l'as bien dit, c'est d'être à 100% de nos minutes d'ici, je pense, un an, grand max, tu vois, de faire que nos minutes et de laisser la prépa physique. Mais au moins, la prépa physique, je la garderai toujours pour moi en tant qu'image et carrière, tu vois, pourquoi pas la reprendre dès que nos minutes soient automatisées, on va dire, ou alors revendues dans 5 6 ans, je ne sais pas. Mais ouais, ouais. C'est une très bonne question, une très bonne remarque que tu as fait, ouais. Ouais, je me doute que ça doit trotter dans ta tête. Comment tu as appris à devenir entrepreneur? Euh, Déjà par la lecture. Enfin, franchement, de lire la lecture, les biographies, les Est-ce que vidéos, les tu as un podcasts. livre à nous partager que tu conseilles Ouais, tout le temps? mais pas forcément un livre, mais des auteurs, enfin, parce qu'ils ont plusieurs livres, mais des auteurs comme Jim Rohn, Bob Proctor, Jack Canfield. Euh, Après, en France, c'est tous les entrepreneurs reconnus, tu vois, des licornes françaises. Mais ça peut être Bernard Arnault, ça peut être Marc Simoncini, ça peut être Frédéric Mazella, ça peut être Oussama Hamar. Enfin bref, il y en a tellement, il y en a beaucoup. Mais en gros, je ne veux pas dire s'inspirer des modèles, mais c'est lire leurs histoires, s'imprégner de leurs histoires, les contacter. Même Anthony Bourbon de Feed, avec qui on a échangé longtemps avant qu'il explose, là, parce que là, il est sur une pente exponentielle, mais il y a 2 3 ans, on échangeait pas mal ensemble. Qui est un super mec, qui a le même parcours. Enfin, je m'identifie à lui parce que je pense qu'on a la même enfance, le même parcours. Et c'est des mecs comme ça, en fait. C'est des mecs qui sont hyper inspirants. Donc, s'inspirer d'eux, lire leurs livres, leur biographie, écouter leur podcast, leur interview, leurs vidéos, je pense que ça a été hyper important pour moi et ça l'est toujours. Et après, c'est le passage à l'action, l'audace, la prise de risque, quoi. Je ne veux pas dire que c'est inné, mais Tu non, t'es c'est construit c'est pas seul, inné, quoi, mais si je comprends bien. ouais, Tout à ouais, fait. ouais, Ouais. seul, mais j'aime bien dire ça parce que forcément, ça flatte l'ego, tout ce que tu veux, mais tu te formes, enfin, tu te fais jamais vraiment tout seul au final. Tu te fais vraiment avec les personnes que tu rencontres, les expériences Mmh. que tu vis, les personnes que tu lis, les personnes que tu rencontres. Et je pense que c'est l'action, l'audace, la prise de conscience, le passage à l'action, ouais, qui font que tu es entrepreneur, enfin, que tu deviens Moi, entrepreneur. ce qui me fascine beaucoup dans l'être humain, et c'est pour ça que le podcast m'intéresse beaucoup, c'est que je m'aperçois en écoutant en fait l'histoire de chacun, c'est que tu peux tomber, tu peux bien tomber comme tu peux, comme tu le disais tout à l'heure. On a deux choix dans la vie. C'est soit ça peut très bien se passer pour toi, ou sinon c'est la descente aux enfers. Et Mm. comment je sais plus son prénom à Feed, c'est comment Anthony Bourbon. Anthony, qui expliquait que lui, il a eu une enfance ouais, Ouais, très compliquée. Il l'a dit plusieurs fois, voilà, c'est soit tu finis dans la rue, drogué ou autre, ou soit tu te relèves, toi. Et c'est cette ça. faculté que l'être humain, je pense, on a tous en fait en nous cette étincelle de vivre la vie qu'on C'est a la toujours résilience. envie. Ouais, la résilience. Mais Ouais. voilà, c'est de me dire, c'est de trouver en fait ce petit déclic qui fait que comment lui, il est passé justement, comment il a fait pour, tu vois, pour sauter la marche qui lui a permis C'est clair. ensuite de s'envoler, quoi. Et c'est ça
qui est intéressant dans chaque histoire, chaque personne, quoi. C'est ça. Et c'est hyper, comment te dire ça? C'est hyper marquant ce genre d'histoire parce que tu te dis: «Ah», enfin tu t'identifies à ça. «Ah, il y a pas que moi. Ah, mais lui aussi ou elle aussi, ça lui est arrivé. Ah, mais même avec ça, il ou elle a réussi», tu vois? Et de se dire que tu arrives à relier les points et que, bah, quand ça peut être des sportifs, des icônes, des chanteurs, tu sais, ça dépend, qui tu idolâtres, on va dire, mais c'est vrai que de voir entre guillemets ces icônes ou ces idoles, beh, avoir vécu des moments hyper durs et des moments peut-être similaires aux tiens et de les voir hyper haut aujourd'hui. Tu vois, tu prends l'exemple d'Elon Musk qui vit à SpaceX limite, qui a eu 3 femmes, qui, est obligé de divorcer à chaque fois, qui a peu d'amis, qui a aucune vie sociale, qui fait 100 heures par semaine de taf, enfin, tu vois? Tu as l'impression que tout est tout rose extérieur, mais au final, à l'intérieur, c'est hyper dur. Et j'ai écouté une interview de lui, il dit Je souhaite à personne d'être ce que je suis, enfin, d'être qui je suis, tu vois. Parce que le mec Mmh. n'est pas forcément heureux non plus, mais c'est pour dire que l'entrepreneuriat ou être sportif de haut niveau ou chanteur renommé ou ce qu'on veut, c'est hyper dur. Et c'est un process. Et moi, je m'identifie beaucoup à la résilience, tu vois, aux échecs, aux échecs, aux fails, aux C'est quoi ton blessures et aux ton coups échec durs. préféré? C'est quoi ton échec préféré? Franchement, eh ben, c'est bizarre que je te dise ça parce que pour moi, j'en ai pas. Enfin, j'en ai pas alors que j'en ai tous les jours. C'est bizarre à dire. J'ai plein de galères tous les jours, tout le temps. Et puis, dès que j'arrive à les faire, mais pour moi, cet échec-là, ça devient une réussite. Et je m'identifie. Enfin, j'ai pas le mot échec en fait. En fait, j'ai jamais ce mot-là. J'ai toujours expérience plutôt. Tu vois, c'est plutôt une expérience. Je te prends l'exemple de mon père, moi, qui a fini exactement comme celui d'Anthony, tu vois, qui était alcoolique. Très violent, qui nous a abandonnés à mon frère et moi, qui a fini SDF, tu vois, enfin, des trucs comme ça. Ma mère qui a tout monté seule, tu vois, qui est une warrior. Et tu vois, c'est des trucs comme ça. Est-ce que je me dis que c'est un échec ou est-ce que je me dis que c'est une force et une expérience? Mais tu vois, je le vois plutôt comme une expérience. Ou le fait de ne pas avoir signé pro, tu vois, au foot. Ben, au final, c'est un échec, mais plutôt je le vois comme une expérience. Ou le fait d'avoir sacrifié des relations, des amitiés ou quoi. Ben, au final, je me dis, c'est pas un échec, au final, c'est une expérience. Le fait de peu voir ma famille, tu vois, je me dis, au final, c'est pas un échec, ça me sert pour faire ce que je dois faire pour aider ma famille plus tard, tu vois. Enfin, j'essaie toujours de trouver le positif et de me dire qu'il n'y a pas d'échec, c'est que des apprentissages et des expériences. Tu es quelqu'un qui voit, le verre, pas à moitié vide, mais Ouais, à moitié plein, quoi. ouais, toujours. Et Ouais, ouais. alors que de base, c'est pas ça. Quand j'étais petit, j'étais tout le temps colérique, négatif, grossier, tu vois, quand je parlais. Et puis au final, avec les années, ça s'apprend, quoi. Ça s'apprend. Mm. Top. En tout cas, c'est super inspirant. Merci, parce que je vois que l'heure tourne et je voudrais pas trop tarder. En tout cas, c'était vraiment cool. Je pense que ça a inspiré aussi beaucoup de personnes, beaucoup de coachs et de professionnels dans le fitness. Donc, où est-ce qu'on peut te suivre? C'est quoi nos minutes? Ouais, alors 2 minutes sur le site web, pour ceux qui veulent, beh, justement, comme tu l'as fait passer tout à l'heure, les coachs, les entrepreneurs qui veulent créer leur podcast sur 2 minutes. Ou alors, c'est télécharger l'application sur les stores, 2 minutes podcast. Vous allez la trouver sur Android et sur iOS. Et sinon, on est beaucoup plus présent où on partage le gros des contenus. Ça peut être des vidéos de préparation physique, des vidéos d'entraînement, des podcasteurs, comme toi, tu es passé avec Aventure Humaine de Gaël Lemar, des tips, des citations, des stories tous les jours sur Instagram. Donc sur Excellent. Instagram, nos minutes, voilà, on est hyper présent. Et on vient à se mettre sur LinkedIn. Voilà, on a lancé la page. Maintenant, on va lancer toute la stratégie de contenu. Voilà. Instagram, LinkedIn et les stores. Excellent. Bon, en tout cas, je te souhaite le meilleur et puis j'espère pouvoir d'ici quelques mois refaire un podcast et voir un petit peu où est arrivé nos minutes. En tout cas, je te souhaite le meilleur. Je pense que tu es bien parti, donc continue comme ça. Et puis, au plaisir en tout cas de peut-être de se voir du coup aussi physiquement, ce serait cool. C'est clair. Mais écoute, avant de nous quitter, je tenais à ce que tes auditeurs le sachent aussi, qui vont nous écouter. Tu as fait partie des tout premiers, je crois, que j'ai écouté. Tu sais, avant, il y avait donc j'écoutais, enfin, ou que je lisais, ou que je regardais des vidéos. Et tu sais, tous les gens dans le bodybuilding, dans la prépa physique, donc Rudy Koya, Fred Monpot, Aurélien Broussal, Olivier Bollier, Cometti, tout ça. Et puis toi, je sais que ça fait un bail que tu étais sur Facebook et déjà dans le business. Et j'écoutais, ou je crois que tu faisais des articles écrits avant. Tu en faisais Ouais. beaucoup, non? C'est ça? Ouais, voilà. Donc je lisais beaucoup de tes articles. Donc, tu as été l'un des premiers quand j'avais, je sais pas, 18, 19, 20 ans,
que je disais, tu vois, sans se connaître. Et puis, c'est beau de voir que 5, 6, 7 ans après, on fait un podcast ensemble. Donc, ça tue. Merci. C'est top, c'est chouette. Donc, voilà. Merci en tout cas à tout le monde. Pensez à mettre un 5 étoiles là où vous regardez du coup ce podcast. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis, lancez votre podcast. Honnêtement, je pense que c'est un des médias aujourd'hui qui est loin d'être saturé et qui fait transmettre des choses. Je pense surtout la partie entraînement, la partie mindset, la partie nutritionnelle. Bref, il y a tellement de choses à apporter. Je pense qu'il faut aujourd'hui éduquer les gens dans ce monde. Donc, c'est clair que le podcast aujourd'hui, c'est un fabuleux outil. Merci Max, plein de belles choses. Et puis, on se retrouve très bientôt. Allez, salut. Merci à toi, Andy, encore. À très vite. Ciao, ciao. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie. 2 petites choses avant de vous quitter. Si vous cherchez les notes de l'épisode ou que vous voulez tout simplement me contacter personnellement, allez sur mon site andypoiron.com. Donc tout attaché, www.andypoiron.com. Vous trouverez toutes les informations nécessaires. Et dernière chose, et c'est la plus importante pour moi, si vous voulez m'aider à promouvoir ce podcast, eh bien vous mettez un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous regardez cet épisode sur YouTube, eh bien pensez à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube et pensez à en parler autour de vous, pensez à en parler à vos amis ou à vos collègues dans le fitness. Ça permettra véritablement à ce podcast d'avoir beaucoup plus de visibilité. Voilà, en tout cas, merci, à très vite pour le prochain épisode.